Dans ces chapitres 15 et 16, on va s'intéresser à la thermodynamique, qui est une branche très importante de la physique. Alors sous ce terme un petit peu étrange de thermodynamique, se cache l'une des branches les plus prolifiques de la physique. Elle est apparue au XIXe siècle pour améliorer le rendement des machines à vapeur et accompagner la révolution industrielle. Et elle a rapidement envahi tout le reste de la physique par la portée de ses principes. Elle était conçue au départ comme l'étude des transformations de la chaleur en travail, et elle s'est peu à peu généralisée en l'étude des transformations de l'énergie sous toutes ses formes. Travail, chaleur, mais aussi énergie de liaison chimique, énergie de cohésion des solides, énergie de rayonnement. Au XVIIe siècle, un inventeur français, Denis Papin, observe que l'eau bouillante dans un récipient fermé par un couvercle se transforme en un gaz, capable de déplacer le couvercle. Il découvre ainsi la force de la vapeur. De multiples inventeurs, surtout britanniques, vont construire des machines utilisant le pouvoir de la vapeur. Mais ce n'est qu'en 1769 que James Watt inventa une machine à vapeur performante. Les machines à vapeur se répondent au XIXe siècle, fournissant la force motrice dans les usines. Dans les filatures et tissages, elles actionnent les métiers, mais aussi dans les forges où elles actionnent d'énormes marteaux-pilons. Elles servent également de moteur pour les locomotives, les bateaux à vapeur et les premières automobiles, qui préfèrent cependant rapidement les moteurs à essence moins encombrants. Ainsi, au début du XXe siècle, ces machines à vapeur d'usine ont été remplacées progressivement par de puissants moteurs électriques, mais certaines hautes cheminées cylindriques ont été conservées comme témoignage de cette époque industrielle historique. On va commencer par revenir sur le modèle du gaz parfait. À l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, l'état d'un gaz peut être décrit au moyen de trois grandeurs mesurables: la pression, la température et la masse volumique. À l'échelle microscopique, un gaz est décrit par un ensemble d'entités, des atomes ou des molécules, distantes les unes des autres et en mouvement incessant. Les valeurs prises par les grandeurs macroscopiques mesurées, la pression, la température et la masse volumique, sont liées aux propriétés des constituants microscopiques du gaz. Tout d'abord, la température absolue. Plus la température du système est grande, plus la vitesse moyenne des entités du gaz augmente. On peut le voir sur l'animation, j'augmente progressivement la température, et on voit que la vitesse des particules augmente. Au XIXe siècle, le physicien Kelvin définit la température en termes d'énergie cinétique. Dans un objet chaud, les particules s'agitent beaucoup, dans un objet froid, elles bougent peu, comme on l'a vu dans l'animation. L'échelle de Kelvin impliquait logiquement une température minimale où les particules cessent complètement de bouger. C'est le zéro absolu, qu'on appelle aussi le zéro Kelvin, qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Par définition, une température plus froide que le zéro absolu est impossible. La température la plus basse atteinte en laboratoire est de 350 pico-Kelvin. Je vous rappelle, pico c'est 10 puissance moins 12. Pour convertir une température exprimée en degrés Celsius en Kelvin, il faut juste rajouter 273,15. Par exemple, s'il fait 25 degrés Celsius, la température, ça sera 25 plus 273, soit 298 Kelvin. Donc bien retenir que plus l'agitation microscopique augmente, plus la vitesse moyenne des entités du gaz augmente, plus la température du système est grande. On l'avait vu en classe de première spé, la pression d'un gaz a pour origine les chocs des entités du gaz sur les parois. Plus les chocs sont fréquents et violents, plus la valeur de la pression du système est élevée. Donc ces chocs sont à l'origine d'une force. Et la pression, on l'avait vu en classe de première, est définie ainsi. La pression est le quotient de la force pressante divisé par la surface, grand S, sur laquelle ces chocs s'exercent. Dernière grandeur macroscopique, c'est la masse volumique, ρ qui est égal à m sur v. Plus les entités sont dispersées et plus la valeur de la masse volumique du système est faible. Pour comprendre et prévoir le comportement d'un gaz, on utilise le modèle du gaz parfait. Il repose sur les deux hypothèses suivantes. Première hypothèse, les molécules constituant le gaz sont assimilées à des points matériels. Pour cela, il faut négliger le volume des molécules. Et deuxième hypothèse, les interactions à distance entre molécules sont négligées. Seuls les chocs avec les parois de l'enceinte seront pris en compte. Sous ces deux hypothèses, on peut démontrer la relation PV égale nRT, qu'on appelle donc l'équation d'état d'un gaz parfait. Dans cette relation, P c'est la pression et s'exprime en pascal. Attention, le volume s'exprime en mètres cubes. Petit n est la quantité de matière en mol. R est une constante qu'on appelle la constante des gaz parfaits, qui est égale à 8,31. Et T est la température qui s'exprime, attention, en Kelvin. Si PV est égal à nRT, alors P est égal à nRT sur V.
On peut simuler avec cette animation l'influence de ces trois paramètres, température, nombre de particules et volume sur la pression du système. Pression, vous vous rappelez, qui est liée au nombre de chocs sur les parois. Si j'augmente la température, les particules vont plus vite, et donc le nombre de chocs sur les parois va augmenter, la fréquence des chocs augmente. Si j'augmente le nombre de particules, là aussi on comprend bien que le nombre de chocs sur les parois va augmenter. Et si je réduis le volume de l'enceinte, là aussi, la fréquence des chocs va augmenter, donc la pression va augmenter. Un petit exercice pour manier la formule à la pression atmosphérique et à la température de 25 degrés Celsius, soit 298 Kelvin. Calculer le volume occupé par une mole de gaz parfait en litres. PV égale nRT, donc V est égal à nRT divisé par P. Petit n ici va être égal à 1. On multiplie par la constante des gaz parfaits, 8,31. On multiplie par la température, attention exprimée en Kelvin, on a déjà la valeur en Kelvin, et on divise par la pression. En pascal. Le résultat de l'application donne 24,4 10 puissance moins 3 mètres cubes, c'est-à-dire 24,4 litres. Cette grandeur, au volume occupé par une mole, s'appelle le volume molaire. Puisque n ici est égal à 1 mole. Comme tout ce qui est parfait, le gaz parfait n'existe pas, mais dans certaines conditions, un gaz réel va avoir le comportement d'un gaz parfait. Pour cela, il faut que la distance entre particules soit suffisamment grande, c'est-à-dire de l'ordre du micromètre, pour qu'on puisse négliger les interactions électrostatiques entre ces particules. Donc il faut que la pression soit très faible. Si on pose un verre d'eau sur le sol, pris comme origine des énergies potentielles, son énergie mécanique est nulle. Sa vitesse est nulle, pas d'énergie cinétique donc, et puis son altitude est nulle, donc pas d'énergie potentielle de pesanteur. Si la température de l'eau augmente, les molécules d'eau vont avoir une vitesse qui est de plus en plus importante, et donc les énergies cinétiques des particules augmentent. Cela se traduit macroscopiquement par une variation de l'énergie interne, notée grand U du système, qui va s'exprimer en joules. L'énergie interne d'un système résulte des énergies cinétiques et potentielles des entités microscopiques qui le composent. Alors on ne calculera jamais l'énergie interne d'un système, il faudrait avoir accès à l'énergie cinétique de chacune des molécules et en faire la somme, et de même pour les énergies potentielles. Ce que l'on va pouvoir calculer, ça sera la variation d'énergie interne notée ΔU. Alors, cette variation d'énergie interne va se produire en particulier lorsque la température va augmenter d'une température T1 à une température T2. Donc l'expression de l'énergie interne, c'est ΔU, est égal à m fois c fois ΔT. M, ça va être la masse du système. C, c'est la capacité thermique massique, c'est une quantité d'énergie à fournir pour élever l'unité de masse de matière d'1 degré. Donc cette grandeur va dépendre bien sûr du matériau considéré, et ça va dépendre de la variation de température, qu'on peut aussi bien, puisque c'est une différence, exprimer en Kelvin ou en degrés Celsius. Donc du point de vue des unités, la variation d'énergie interne en joules, la masse dans cette relation est en kilogrammes, la capacité thermique massique va être en joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1, et la variation de température en Kelvin ou en degrés Celsius. Un exercice pour manier la formule. Un bécher contient 1,7 litre d'eau, initialement à une température de 64 degrés Celsius, et au bout de quelques temps, l'eau a refroidi, elle est passée à 20 degrés Celsius. Et on nous demande de calculer la variation d'énergie interne avec les données ci-contre. On commence par calculer la masse d'eau. Rho est égal à m sur v, donc m est égal à rho fois v. On a la masse volumique en kilogrammes par litre.
On multiplie par le volume, donc 1,7 litres. Donc on trouve bien sûr que 1,7 litres d'eau a une masse de 1,7 kg. On peut maintenant faire le calcul de la variation d'énergie interne. M fois C fois delta T. Donc M c'est 1,7 fois C ici qui est égal à 4,18 fois 10 puissance 3 joule kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. Et on va multiplier par la variation de température exprimée en degrés Celsius ou en Kelvin. Ici on a les températures en degrés Celsius. Inutile de convertir en Kelvin. Donc on fait T2 moins T1. Donc 20 moins 64. Et le résultat de l'application numérique donne moins 3,1 fois 10 puissance 5 joules. On voit ici que la variation d'énergie interne est négative. Ça signifie que U diminue. C'est normal, car le liquide refroidit. Il a perdu de l'énergie. Ainsi, l'énergie totale d'un système pourrait être considérée comme la somme de son énergie interne, qui va être d'origine microscopique, et de son énergie mécanique, qui elle va être d'origine macroscopique. Et donc on a la relation, l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique plus l'énergie interne. Et donc bien sûr, l'énergie s'exprime en joules. Et de la même façon, la variation d'énergie totale d'un système sera égale à la somme de la variation de l'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne. La variation de l'énergie totale, par définition, c'est l'énergie totale dans l'état final moins l'énergie totale dans l'état initial. Toujours donc final moins initial. Ainsi, si l'énergie totale d'un système varie, ça signifie qu'il y a eu des échanges d'énergie avec l'extérieur. Ces échanges d'énergie peuvent être réalisés de deux façons. Soit par un travail mécanique, W, de l'anglais work, vous vous rappelez, ou bien électrique. Vous avez vu l'année dernière cette relation. Le travail électrique, c'est le produit de la puissance par la durée. Soit par un transfert thermique, noté avec la lettre Q majuscule, c'est-à-dire un transfert d'énergie entre deux systèmes de températures différentes. Et le transfert d'énergie se fait du système le plus chaud vers le système le plus froid. On peut donc écrire que la variation d'énergie totale d'un système est due à ces deux échanges. Donc delta E total est égal à W plus Q. W et Q sont des grandeurs algébriques, c'est-à-dire des grandeurs qui peuvent être positives ou négatives. On utilise pour les signes les conventions du banquier. Le travail W et le transfert thermique Q sont comptés positivement si de l'énergie entre dans le système et négativement si de l'énergie le quitte. C'est comme pour les sommes d'argent sur un compte en banque. Si elles sont créditées, il y a un signe plus. Si elles sont débitées, il y a un signe moins. Dans les exercices, on s'intéressera à des systèmes au repos macroscopique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système au repos macroscopique? C'est un système qui ne bouge pas, qui est immobile. Donc pas de variation d'énergie potentielle et pas de variation d'énergie cinétique d'un point de vue macroscopique. Donc la variation d'énergie totale, on l'avait vu, c'est la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne. Pour un tel système au repos macroscopique, la variation d'énergie mécanique, puisque ce système est immobile, va être nulle. Donc la variation d'énergie totale sera juste due à la variation d'énergie interne. Et la variation d'énergie totale, on l'a vu à l'instant, c'est aussi W plus Q. Ainsi, pour un système au repos macroscopique, on a la relation delta U est égal à W plus Q. C'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, donc qui n'est valable que pour un système qui est au repos macroscopique. Dans les exercices, on sera amené à établir des bilans d'énergie. Pour établir un bilan d'énergie, il faudra définir le système. Un système qui sera souvent au repos macroscopique, l'extérieur est alors le reste de l'univers, et écrire après le premier principe, delta U égale W plus Q. Pour cela, il faudra relever tous les transferts d'énergie ayant lieu entre le système et l'extérieur, en faisant bien attention aux signes, on utilisera pour cela les conventions du banquier, et puis après effectuer la somme de tous ces transferts. Si la somme est positive, l'énergie interne du système a augmenté, si elle est négative, l'énergie interne du système a diminué. Dans cet exemple, on va présenter sous forme d'un diagramme le bilan d'énergie de la résistance d'un bain-marie. Un bain-marie, donc, c'est un dispositif qui permet de chauffer de l'eau à une température souhaitée, puis de l'y maintenir. Le système
c'est la résistance du bain-marie. La résistance reçoit de l'énergie électrique. Qu'on va noter WE, qu'on pourrait calculer avec la formule P fois delta T. Donc il y a réception d'énergie, donc avec les conventions du banquier, cette grandeur va être positive. Et puis, elle transfère de l'énergie thermique à l'eau environnante. Là, il y a une perte d'énergie du point de vue de la résistance, donc on va voir Q qui va être négatif. Et donc on va voir delta U qui va être égal à WE plus Q. Je vais maintenant schématiser ces échanges sur un diagramme. Donc le système, je l'ai représenté au centre en rouge. C'est la résistance du bain-marie. Je représente ici le réseau électrique qui apporte de l'énergie à la résistance, d'où le sens de la flèche, et au-dessus j'indique que c'est égal à WE. WE qui est donc positif. Et d'un autre côté, il va y avoir un transfert thermique de la résistance qui va être plus chaude que l'eau environnante. Donc un transfert d'énergie de la résistance vers l'eau du bain-marie. Donc ce transfert du point de vue de la résistance va correspondre à une perte, donc va être compté négativement.